Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les festivités de l'anniversaire de l'indépendance limitées à cause de la pandémie du Covid-19. Une cérémonie de prise d'armes et quelques défilés ont été organisés. Le Nigeria et la Chine signent un accord pour le développement du réseau ferroviaire nigérian. Le gouvernement approuve un financement de 11 milliards de dollars consacré au projet de chemin de fer Lagos-Calabar. Et puis la protection des droits d'auteur abordée lors d'une conférence qui accueille l'Ouganda en août. L'objectif est de renforcer la réglementation dans le domaine alors que les artistes du pays sont victimes du piratage et de la contrefaçon. Mais d'abord, au Burkina Faso, 12 soldats burkinabés ont été tués dans une embuscade au nord-est du pays, dans la commune de Toeni. L'embuscade a visé une escorte de l'armée de terre et du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention. L'attaque a fait également 3 blessés et 7 disparus et n'a pour l'heure pas été revendiquée. L'embuscade a eu lieu dans la même région où l'armée burkinabé avait affirmé ce samedi 7 août avoir neutralisé 2 cadres terroristes activement recherchés. Le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré ce 7 août dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a ainsi décidé de restreindre les célébrations, limitant les cérémonies officielles à une prise d'armes présidée par le Premier ministre. Victoria Sedji. Sur l'esplanade du palais présidentiel, pas de grands défilés et de ballets traditionnels aux couleurs nationales. Pour commémorer ce 7 août, les 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes se sont limitées à une cérémonie de prise d'armes, de salut aux couleurs et quelques défilés. La célébration a été restreinte en raison de la pandémie de Covid-19. Absent à ces marches officielles, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est plutôt fait représenter par le chef du gouvernement Patrick Achi. À l'occasion de son message à la nation prononcé la veille, Alassane Ouattara avait présenté ses vœux d'une Côte d'Ivoire pacifiée, solidaire, résiliente et prospère. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, mon ambition est d'aller encore plus loin dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de chacun de nos compatriotes. Pour ce faire, nous devons être unis. C'est la base de notre programme. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants. La cérémonie n'a pas été pour autant moins solennelle. Elle s'est tenue en présence de plusieurs hauts cadres de l'État, au nombre desquels des membres du gouvernement. La fête nationale a été célébrée sous le thème « Solidaire pour une Côte d'Ivoire sécurisée et prospère ». Les Ivoiriens ont besoin de se rassembler, de poursuivre le développement et c'était l'occasion d'un bilan comme toutes les autres années en espérant que les meilleures résolutions seront prises pour continuer les combats à venir. Beaucoup a été fait et il reste beaucoup à faire. Et au niveau des acquis, actuellement, on voit bien l'apaisement du climat politique, une sorte de décrispation. Le président Alassane Ouattara a déjà annoncé la grâce présidentielle pour 3000 prisonniers, ainsi que la mise en liberté provisoire de 69 personnes placées sous contrôle judiciaire. 15 autres détenus politiques ont aussi été libérés ce 7 août. La Côte d'Ivoire a accédé à son indépendance en 1960. À cette date, le pays se libérait du joug colonial français, sous l'égide de son leader historique Félix Houphouët-Boigny, qui finit par devenir le premier président du pays jusqu'à son décès en décembre 1993. Et dans l'actualité également, au Tchad, 22 personnes ont été tuées samedi 7 août lors d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Un conflit qui a eu lieu à 200 km à l'est de la capitale, N'Djamena, une région en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés. Les deux parties revendiquent des parts de terre et le passage des bœufs dans les champs d'agriculteurs. Des forces de l'ordre ont été déployées sur place. Des armes ont par ailleurs été saisies. En Zambie, à l'approche des élections générales qui auront lieu le 12 août, la situation économique du pays présente un défi majeur. À mesure que la dette publique et l'inflation augmentent, les Zambiens ont de moins en moins confiance en une possible résolution de la crise économique à l'issue des élections. Nathalie Mo.
En Zambie, le paysage électoral est marqué par une dette colossale, une inflation galopante et une monnaie qui s'affaiblit. Le pays qui organise des élections générales le 12 août 2021 est en proie à une crise socio-économique et politique consécutive à la forte hausse de la dette publique. Le pays est en défaut de paiement du service de sa dette de 19 milliards de dollars, soit 10,9% du PIB, dans un contexte de ralentissement économique dû à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, la Zambie est contrariée au plan économique par des contre-performances liées notamment à la maladie, à Covid-19 et la montée en puissance de la mauvaise gouvernance marquée par la corruption dont a hérité le président Edgar Lungu. On peut comprendre déjà que le président Edgar Lungu veut accélérer le processus électoral, d'autant plus qu'il est contrarié par une impopularité de plus en plus grandissante. Des observateurs prédisent des perspectives économiques difficiles pour la Zambie. Ils appuient leurs estimations sur les faibles gains enregistrés par le secteur minier, malgré les investissements accordés à ce secteur. Par ailleurs, l'inflation alimentaire s'élève à plus de 30%, la plus élevée depuis près de 2 décennies. Malgré les difficultés que ce secteur peut rencontrer actuellement, les élections générales vont dans le sens de véritablement rassurer les investisseurs éventuels qui sont à l'étranger et qui observent tout ce qui se passe sur le territoire zambien. Ils viendraient donc, sans le moindre doute possible, injecter leur argent dans un environnement désormais assaini et ayant à sa tête donc dans un secteur comme dans l'autre tous les responsables dont la légitimité a été consacrée par le résultat des urnes. La Zambie est en pourparlers avec le Fonds monétaire international pour maîtriser sa dette. L'institution de Bretton Woods a prescrit aux autorités du pays d'Afrique australe d'améliorer sa transparence financière. Cependant, les Zambiens ont peu confiance dans la capacité des candidats à résoudre la crise économique croissante du pays. Au Cameroun, le FEICOM a mobilisé plus de 12 milliards de francs CFA au profit des communes camerounaises. Ce financement concrétise la volonté du gouvernement de développer les régions, notamment au niveau des infrastructures, de la gouvernance, de l'éducation ou encore des services. Joël Ballot. Porter l'investissement public à 40% des dépenses totales de l'État du Cameroun, c'est l'objectif que vise le gouvernement dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Pour y parvenir, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, FEICOM, a accordé aux communes camerounaises 50 nouveaux projets axés sur 8 secteurs et financés à 12,9 milliards de francs CFA. Les projets ayant bénéficié des financements couvrent 8 secteurs, à savoir les infrastructures, la gouvernance, l'éducation, l'industrie et les services, la santé, l'eau et l'assainissement, le social, les sports et les loisirs. Ils répondent aux besoins exprimés par les populations à travers les plans communaux de développement. Ils sont également alignés sur la priorité du gouvernement contenue dans la stratégie nationale de développement SND 30. Cette nouvelle mobilisation vient renforcer la promotion des projets dans les collectivités territoriales décentralisées du Cameroun. En plus de permettre aux exécutifs municipaux de travailler dans de bonnes conditions, notamment au moyen de la construction et l'équipement des hôtels de ville, les financements du FEICOM permettent également aux communes de se doter de certaines infrastructures socio-communautaires. En 1974, on a créé ce que je vais appeler la Banque des communes, qui s'appelle en réalité le FEICOM. Fonds d'équipement et d'intervention intercommunale. Tout ce que vous payez comme impôts, droits, taxes au Cameroun supporte à hauteur de 10% les centimes additionnels communaux dont une quote-part est reversée à la Banque des communes, à charge à cette Banque des communes maintenant de financer le développement local. Ces données révèlent l'importance du FEICOM dans le dispositif public de développement local. En rappel, le FEICOM avait déjà injecté en 2020 une enveloppe de 26,7 milliards de francs CFA dans 136 projets de développement dans 92 communes et communautés urbaines du Cameroun. 11 milliards de dollars, c'est le montant retenu par le gouvernement nigérian pour la construction d'une ligne de chemin de fer entre Lagos et Calabar. Cette route qui désenclavera plus de 5 villes et la conclusion d'un accord de coopération avec la Chine. Les précisions avec Joël Ballot.
Dans l'optique de faciliter les déplacements au Nigeria, le Conseil exécutif fédéral a donné son accord pour le décaissement de 11,17 milliards de dollars. Ce financement, issu de la coopération sino-nigériane, va servir à la mise en œuvre du projet de construction de la ligne ferrée Lagos-Calabar. L'objectif du Nigeria est de développer son économie non pétrolière en stimulant le transport des marchandises à l'intérieur du pays et jusqu'à ses ports maritimes. La construction d'une infrastructure comme celle-là permet de relier ce qu'on appelle la multimodalité de transport et donc interconnecter le réseau ferroviaire et le réseau transport maritime. Parce que voyez-vous, le transport des marchandises à partir du transport maritime vers les plateformes maritimes vise tout simplement à fluidifier les échanges à l'intérieur de ces pays. Parce qu'il faut bien se rappeler quand même que c'est les marchandises non pétrolières qui vont être développées. C'est le commerce des marchandises non pétrolières qui va être développé. Et donc, il s'agit là de quitter un peu de ce qu'on appelle une zone de l'interland pour acheminer les marchandises vers une zone du Fortland. L'extension de la voie ferrée entre ces deux localités permettra de desservir les États de Lagos, du Delta, Rivers, avec des connexions vers la ligne centrale desservant Abuja. Prévu pour une durée de 6 ans, une fois à terme, ce projet devrait renforcer la multimodalité du transport, en l'occurrence des marchandises dans le pays. La construction du transport ferroviaire va faire appel à des ingénieurs, à des techniciens et autres. Et maintenant, lorsque ce réseau ferroviaire va être développé, l'infrastructure va créer des emplois à travers tous les différents acteurs qui vont travailler au niveau des plateformes ferroviaires. Et l'interconnexion va se relier également avec une plateforme maritime. Et justement, le transport à partir du transport ferroviaire vers le transport maritime va davantage créer des activités, va davantage créer des dynamiques d'échange et le commerce va se développer. En rappel, la finalisation de ce projet est la résultante d'un accord signé en 2014 entre le Nigeria et la Chine pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 1400 km reliant la capitale économique nigériane Lagos à la ville de Calabar. L'Ouganda et plusieurs pays anglophones souhaitent renforcer la réglementation en matière de protection des droits d'auteur. La question sera au centre d'une conférence qui accueillera l'Ouganda. Durant ce mois d'août, la hausse du piratage et des contrefaçons dans le pays menace les ventes des artistes musiciens ougandais. Corinne Eon. Afin de renforcer la législation nationale en matière de propriété intellectuelle, l'Ouganda va signer le protocole de Kampala sur la protection du droit d'auteur lors de la conférence diplomatique hybride de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle qui se tiendra à Kampala du 20 au 28 août 2021. Le dit protocole va contribuer à protéger l'industrie créative ougandaise afin de garantir que les auteurs bénéficient de leurs œuvres. Grâce à l'adoption de ce protocole, les Ougandais pourront faire enregistrer et protéger leurs œuvres au niveau international, bénéficier et gagner de leurs œuvres, permettre au gouvernement de tenir un registre des œuvres volontaires protégées par le droit d'auteur. Cela conduira à une meilleure appréciation du rôle de l'industrie de la création dans la promotion du développement socio-économique. Selon l'Uganda Performing Rights Society, les musiciens ougandais perdent près de 100% de leurs ventes à cause du piratage en raison du taux de croissance élevé des contrefaçons dans le pays. Le phénomène s'étend également au secteur du divertissement, des logiciels et autres industries protégées par le droit d'auteur qui perdent des milliards de shillings à cause du vol de propriété intellectuelle ou du piratage. Les États, évidemment, se réveillent un peu tardivement pour finalement investir d'abord ce qui devrait être une priorité dans cette industrie, mais aussi protéger les droits et créer des structures qui permettent aux artistes de vivre de leur art. Donc le fait que dans l'Afrique postcoloniale, il n'y ait pas eu de politique de promotion des artistes et qu'on ait priorisé d'autres domaines est aujourd'hui un retard qui oblige les pays à se réveiller et à créer des structures qui accompagnent finalement cette industrie qui génère énormément de revenus dans les pays occidentaux. Près de 20 autres pays anglophones, membres de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle, vont signer le protocole de Kampala sur la protection du droit d'auteur. Ce nouveau protocole viendra compléter la réglementation qui structure l'organisation depuis le protocole de mise sur pied de Lusaka. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.